Bonjour à tous, moi c'est Mathieu Blanchet, et vous êtes sur une chaîne dédiée à tous ceux qui veulent mieux connaître, entretenir et comprendre leur voiture. Que vous soyez passionné ou simplement curieux, ici vous trouverez des conseils concrets, des explications claires et des astuces pour rouler en toute sérénité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et surtout, regardez jusqu'à la fin, chaque minute peut vous éviter bien des galères. Arrive avant l'image. Un matin gris, quelque part en banlieue parisienne, un gars ouvre une vieille porte de garage qui n'a pas bougé depuis des années. L'air est lourd, humide, et ça sent le mélange le plus étrange. Plastique chauffé, essence rance, moquette mouillée et une pointe de rouille qui pique le nez comme si le bâtiment respirait la fatigue. Sous une bâche collée au capot, il y a une petite silhouette anguleuse, presque ridicule. Une Citroën AX. Pas une DS de musée, pas une SM de poster. Une AX, celle qu'on a oubliée, celle qu'on a maltraitée, celle qu'on a vendue pas cher. Il tire la bâche. Un nuage de poussière, une trace de fiente séchée sur le toit, et pourtant, la carrosserie tient. Les pare-chocs en plastique ont gardé leur couleur comme si le temps les avait mordus sans réussir à les avaler. Il s'assoit, tourne la clé, et là, le moteur tousse, crache, hésite, puis prend. Un bruit sec, léger, presque insolent. La voiture n'a pas la noblesse des grandes, mais elle a ce truc humiliant pour le monde moderne. Elle se réveille après des années comme un insecte qu'on croyait mort. Et à cet instant, tu ressens trois choses en même temps. D'abord, la satisfaction. Oui, c'est bien cette AX-là, la vraie, celle de la France réelle, pas celle des vitrines. Ensuite, l'intérêt. Comment une petite caisse aussi simple peut-elle revenir à la vie et provoquer autant d'émotions? Et puis, un petit dégoût, avoue, parce que tout ce que tu vois sur le siège, dans les rainures du tableau de bord, dans le cendrier, c'est la mémoire sale des années 80-90. Les clopes, les tickets de péage collés, les doigts gras sur le volant, la vie ordinaire. Pas glamour, justement authentique. Et c'est là que l'histoire commence. Parce que la X n'est pas devenue culte en France, malgré sa simplicité, elle l'est devenue à cause d'elle. À la moitié des années 80, la France a faim d'un type de voiture très précis. Pas une voiture rêve, une voiture outil, une voiture qui doit survivre à tout. Les démarrages à froid devant les HLM, les trottoirs assassins des centres-villes, les routes de campagne pleines de gravillons, les embouteillages qui bouffent le temps, les vacances où l'on tasse tout dans le coffre comme un jeu de Tetris. La France a déjà ses icônes. La 2CV, la Renault 4, la Peugeot 205 qui vient de débarquer avec ses épaules de jeune sportive. Mais la réalité économique, elle, ne demande pas des icônes, elle demande des solutions. Le pays change, les villes se densifient, les parkings rétrécissent, les budgets se crispent. On veut une auto qui consomme peu, qui coûte peu, qui s'assure sans faire pleurer et qui soit assez légère pour ne pas se traîner comme un sac de ciment. Les familles veulent une deuxième voiture, les étudiants veulent la première, les administrations veulent une flotte facile à entretenir, les artisans veulent un petit utilitaire discret. Et au-dessus de tout ça, il y a une pression invisible. L'époque où l'on pouvait faire n'importe quoi avec un moteur gourmand commence à sentir le roussi. Le choc pétrolier est derrière, oui. Mais il a laissé une peur durable, une peur de payer trop, une peur de dépendre, une peur d'être piégé. Citroën, de son côté, est à un carrefour qui ressemble à un piège. Dans l'imaginaire, Citroën, c'est la marque des audaces, des suspensions qui flottent, des formes qui choquent, des voitures qui semblent venir du futur. Mais dans la vraie vie du milieu des années 80, la marque doit aussi être pragmatique. Elle est dans un grand groupe. Elle doit compter ses coûts, partager des pièces, survivre à la concurrence. Et surtout, elle doit remplacer des modèles qui ne peuvent plus porter le poids du quotidien. La Visa, par exemple. Tu vois la tête qu'elle a? Cette face un peu étrange, ce style d'entre-deux, ni totalement populaire, ni totalement chic. Elle a rendu service, oui. Mais elle commence à dater. Elle n'est plus le symbole de modernité. Elle n'est plus la réponse évidente. Et puis, il y a ces petites Citroën de transition, celles qui ont tenté d'occuper le bas du marché sans vraiment créer de légende. Elles ont existé,
Elles ont roulé, elles ont été utilisées, mais elles n'ont pas capturé le cœur. Or, le cœur en France, c'est important. Les Français peuvent être rationnels sur le prix, mais ils veulent une voiture qui a une personnalité, même minuscule, même discrète. Quelque chose qu'on reconnaît sur un parking, même entre 100 autres, et Citroën ne peut pas se permettre de devenir une marque qui fait juste comme les autres. Parce que si Citroën fait comme les autres, alors pourquoi acheter Citroën? Voilà le besoin initial, le vrai. Créer une petite voiture moderne, économique, légère, mais qui porte en elle une sorte de ruse française. Une intelligence de conception, une auto qui te donne l'impression d'en avoir plus pour ton argent. Pas seulement en options, mais en idées. Sauf que la concurrence est déjà en train de serrer la gorge du segment. Renault a ses petites voitures partout. Peugeot, dans la même maison PSA, a déjà un phénomène dans les rues. Les Italiennes deviennent séduisantes. Les Allemandes deviennent plus sérieuses. Les Japonaises deviennent plus fiables et commencent à faire peur aux constructeurs européens. Et dans les publicités, le discours est le même partout. Moderne, sécurisante, spacieuse, économique. Tout le monde promet tout. Alors comment exister? Citroën comprend qu'il faut frapper autrement. Pas forcément en puissance, pas forcément en luxe, mais en masse, en frottement, en air, en détails qui ne se voient pas tout de suite, mais qui se ressentent tous les jours. Imagine la scène dans la tête d'un acheteur de 1986. Il ne parle pas de CX au café, il parle de plein, de trajet, de révision, de je peux la garer là, de elle démarre. Il veut une voiture qui ne lui demande pas de négocier avec sa propre vie. Une voiture qui s'adapte. Une voiture qui pardonne. Et c'est précisément ça qui va rendre la X culte. Elle a été pensée comme une réponse à la vie réelle, pas à la vie rêvée. La France de l'époque a une particularité. Elle aime les objets qui font le job avec un minimum de théâtre. Le théâtre, on le garde pour les films. La voiture, elle, doit être efficace. Mais si, en plus, elle te donne le sentiment d'être malin, alors là, tu t'attaches, comme on s'attache à un couteau qui coupe mieux que les autres, à une vieille veste qui tient chaud même usée, à une paire de chaussures moches mais invincibles, et la X arrive dans ce contexte comme une promesse presque indécente. Je vais être petite, oui. Je vais être simple, oui. Mais je vais être si légère, si facile, si peu coûteuse à nourrir, que tu vas me garder plus longtemps que tu ne le pensais. Dans les rues françaises, ça se traduit par une obsession silencieuse. Le poids et la consommation. Pas comme un discours militant, non? Comme une sensation quotidienne. Quand tu sors d'un feu rouge, tu veux sentir que la voiture répond. Quand tu doubles un camion sur une nationale, tu veux un peu de marge. Quand tu fais tes courses, tu veux que le coffre accepte l'absurde. Quand tu fais 50 km par jour pour bosser, tu veux que le réservoir ne se vide pas comme une baignoire percée. Mais il y a aussi une autre pression, plus sombre, plus sournoise, celle dont on parle moins dans les pubs, la fatigue des voitures modernes qui commencent à grossir. Les équipements s'ajoutent, les normes progressent. Les autos deviennent plus lourdes, plus sérieuses, plus coûteuses. Très bien, mais une partie du public n'a pas demandé ça. Une partie du public veut encore une voiture fine, pas épaisse. Une voiture qui ne s'excuse pas d'être ce qu'elle est. Citroën comprend qu'il existe une nostalgie en avance sur son temps, une nostalgie de la simplicité, au moment même où le monde accélère vers la complexité. Et si tu captes ça au bon moment, tu peux créer un objet qui restera dans la mémoire collective. Voilà pourquoi la X devait naître, pas seulement pour remplacer un modèle, pas seulement pour remplir une case, mais pour empêcher un vide culturel, le vide de la petite voiture française accessible, futée et capable d'être partout sans se faire remarquer, tout en étant reconnue immédiatement par ceux qui savent. Et il y a une ironie délicieuse. Dans l'esprit de beaucoup, une voiture culte est une voiture rare, chère, désirée par des collectionneurs. La X, elle, va devenir culte en étant l'inverse, en étant commune, en étant vue partout, en étant conduite par tout le monde. Et parfois, oui, traitée comme un mouchoir en papier. Les gens la prenaient, la chargeaient, la vidaient, la cognaient, la réparaient vite fait, la vendaient, la rachetaient. Elle passait de main en main comme une pièce de monnaie, et c'est justement ça, le début de sa légende. Une voiture qui ne demandait pas d'amour pour fonctionner,
mais qui finissait par en recevoir malgré elle. Tu veux un premier twist? Le voilà. Au départ, quand on parle de voiture populaire, on imagine une voiture robuste, presque lourde, bien construite. La X va prendre le chemin inverse. Elle va miser sur le léger, sur le minimal, sur une sorte d'obsession technique cachée sous une carrosserie simple. Et cette approche, à l'époque, ressemble à une provocation. Parce que léger, dans l'imaginaire, ça veut souvent dire fragile. Or, la X va prouver quelque chose d'étrange. On peut être légère et endurante, si on conçoit intelligemment, et pendant que le public voit une petite Citroën sympa, Citroën, lui, joue une partie plus dangereuse, une partie où le moindre kilo compte, où le moindre détail peut devenir un scandale, où une simple sensation de cheap peut tuer un modèle. Car l'équilibre est cruel. Faire économique sans faire misérable. Faire simple sans faire pauvre. Faire léger sans faire jouet. Donc avant même que le premier prototype ne soit vraiment une voiture, la X est déjà un pari social. Un pari sur la France qui roule, sur la France qui n'a pas le temps, sur la France qui veut une auto qui ne la juge pas. Et maintenant, imagine cette même France, en 1986, au moment où la voiture va être dévoilée. Dans les concessions, les vendeurs sont prêts. Dans les pubs, on prépare des images d'aventure, de modernité, de liberté. Dans les bureaux, les ingénieurs savent exactement ce qu'ils ont tenté. Fabriquer un objet du quotidien capable de devenir un symbole, sans le dire, sans le crier. Un symbole qui naît de l'usage. Parce que la vérité, c'est qu'une voiture devient culte de deux façons. Soit on la sacralise dès le début, en la rendant inaccessible et brillante, soit on la laisse entrer dans la vie des gens, et on attend qu'elle s'accroche. La X appartient à la deuxième catégorie, et c'est la plus rare. À ce stade de l'histoire, la X n'est encore qu'une idée dangereuse, celle d'une petite Citroën du futur immédiat, dessinée non pas pour impressionner les voisins, mais pour humilier la station-service, pour alléger la facture, pour simplifier la vie, pour être la voiture qu'on achète sans trembler et qu'on finit par regretter le jour où on la vend, et dans la suite, tu vas voir comment cette idée va se transformer en métal, en plastique, en chiffres, en essais, en doutes. Et comment Citroën va mettre dans une petite voiture une philosophie entière. Moins, mais mieux. Le problème, quand tu décides de construire une voiture plus légère que la peur, c'est que chaque détail devient une bataille. Dans les bureaux d'études, la X commence comme une silhouette sur papier, un compromis à inventer entre deux mondes qui se détestent. L'idéal Citroën, l'intelligence, la ruse, le confort sans ostentation et la réalité industrielle, les coûts, les pièces communes. Les délais, les chiffres qui ne pardonnent pas, et au milieu de cette guerre froide, il y a une question simple, presque brutale. Comment faire une petite voiture moderne qui ne se sente pas petite? Parce qu'une petite voiture peut être un cadeau ou une punition. Elle peut te libérer ou te rappeler à chaque virage que tu as acheté au rabais. La X ne doit surtout pas donner cette impression, sinon elle meurt avant même de naître. Alors Citroën choisit une obsession, l'efficience. Pas l'efficience en slogan, l'efficience en matière. Une voiture qui se déplace avec moins d'énergie, moins de masse, moins de résistance. Une voiture qui ne demande pas au moteur de compenser les erreurs de conception. Une voiture qui, au lieu de forcer, glisse. Pour y arriver, on ne commence pas par le moteur. On commence par le corps, le poids, les frottements, l'air. Dans les ateliers de maquette, on voit apparaître des profils, des petites formes un peu nerveuses, des lignes tendues, des volumes simples, presque géométriques. La X doit être compacte mais pas étriquée, moderne mais pas agressive, sérieuse mais pas bourgeoise. Une équation impossible à résoudre sans perdre quelque chose. Et c'est là qu'une première idée, discrète mais déterminante, s'impose. Réduire la résistance à l'air. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Mais à l'époque, sur une petite citadine, faire la chasse au vent n'est pas juste un caprice. C'est un levier de consommation, de stabilité, de bruit, de confort. C'est un moyen de faire mieux, sans ajouter un seul équipement coûteux. Un moyen d'offrir quelque chose de réel, pas une promesse. Imagine la scène. Des prototypes, recouverts de capteurs, qui filent sur piste ou sur route ouverte, pendant que des ingénieurs écoutent. Le souffle autour des montants,
la vibration des rétroviseurs, les bruits sourds sous le plancher, ça ressemble à une chasse invisible. Et pourtant, chaque décibel, chaque tremblement, chaque sifflement est un message. Tu perds de l'énergie ici. Mais réduire la traînée ne suffit pas. Le vrai monstre, c'est la masse. Et la masse, c'est un piège psychologique. Parce que le public veut une voiture solide. Et la solidité, dans l'imaginaire, pèse lourd. Alors qu'en réalité, la solidité se conçoit. Elle ne se mesure pas uniquement au kilo. Là, on entre dans la partie la plus risquée de la naissance de l'AX. Celle où Citroën doit faire accepter une évidence contre-intuitive. Une voiture peut être légère, et pourtant durer. Donc on gratte, on coupe, on simplifie, on optimise. On traque les surépaisseurs, les pièces inutiles, les renforts mal placés. On choisit des solutions d'assemblage qui économisent, des formes qui gagnent en rigidité sans alourdir. On pousse l'usage des matériaux plastiques là où c'est pertinent, notamment sur des éléments exposés aux petits chocs urbains, ceux qui ruinent les budgets des citadins à coups de pare-chocs tordus et de peintures arrachées. Et là, twist numéro 2, l'AX est simple à conduire, mais pas simple à concevoir. Parce que fabriquer une voiture complexe, c'est facile, dans un sens. Tu ajoutes des pièces pour compenser ce que tu n'as pas résolu. Fabriquer une voiture légère, économique et acceptable au quotidien, c'est l'inverse. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Chaque oubli se verra. Chaque économie mal pensée se sentira au toucher, au bruit, à la fermeture d'une porte, au claquement d'un tableau de bord. Et Citroën le sait. La X ne doit pas sonner creux comme une boîte. Elle doit être sincère, oui, mais pas humiliée. Elle doit avoir un minimum de tenue, une ergonomie propre, une atmosphère claire, une voiture qui ne te donne pas l'impression d'être punie d'avoir un budget. Alors le développement devient une sorte de théâtre technique. D'un côté, on veut l'ultra-léger. De l'autre, on doit préserver l'usage, la robustesse, la sécurité, le confort, et tout cela dans une période où les normes, déjà, commencent à serrer les constructeurs. Tu ne peux plus juste faire petit. Il faut faire correct. Les ingénieurs travaillent sur la structure, sur les trains roulants, sur la direction. La voiture doit être facile, presque intuitive, parce qu'elle va être conduite par tout le monde, des jeunes qui viennent d'avoir leur permis, des parents pressés, des grands-parents qui veulent une auto docile, des professionnels qui n'ont pas le temps de sentir une mécanique capricieuse. Cette universalité, c'est la partie la plus dure. Une voiture culte, paradoxalement, doit parfois être la voiture qui s'efface, qui ne se fait pas remarquer par ses défauts, mais par sa capacité à ne pas compliquer la vie. Donc on met la X à l'épreuve, pas seulement sur piste, sur des routes qui ressemblent à la France réelle. Pavés, ralentisseurs, virages de campagne, autoroutes, chaleur, froid, pluie, des tests où l'on cherche les bruits parasites, comme on cherche des cafards dans une cuisine. Tu n'en vois pas au début. Et puis, soudain tu entends un petit tic-tic à l'arrière, un frottement dans une garniture, une vibration dans un support moteur, et tu sais que si tu laisses ça vivre, le client l'entendra. Et quand le client l'entend, il n'entend pas un bruit, il entend une trahison. Parce que la petite voiture, c'est intime. Tu l'entends plus, tu la touches plus, tu vis dedans plus près de tout. La moindre imperfection est amplifiée. La X doit aussi être Citroën, dans le ressenti, sans être extravagante. Pas question de la suspension hydropneumatique ici. Trop cher, trop complexe, pas adapté à ce segment. Mais Citroën veut conserver un certain confort de roulage, une souplesse, une capacité à avaler la route sans te briser le dos. C'est presque un ADN. Même dans une voiture d'accès, on ne veut pas d'une charrette sèche. Et puis, il y a la question qui tue tout projet populaire. Les moteurs. Il faut des motorisations qui collent aux besoins réels, qui soient économiques, fiables, faciles à entretenir, et suffisamment variées pour couvrir le marché. Il faut des versions modestes pour les budgets serrés, des versions plus vives pour ceux qui veulent un peu de nerfs, et une cohérence globale. Pas une voiture qui change de personnalité selon le moteur au point de devenir méconnaissable. À ce stade, la X est encore en gestation. Et pourtant, on la voit déjà dans les têtes. On imagine l'étudiant qui l'achète d'occasion et découvre qu'elle consomme pas tant que ça. L'infirmière qui roule tôt le matin et veut un démarrage net. Le facteur qui doit s'arrêter 100 fois
sans transformer la journée en torture. Le modèle se construit en pensant à ces vies-là. Mais l'industrie, elle, est froide. Elle exige une production propre, des chaînes efficaces, des pièces qui s'assemblent vite, des tolérances maîtrisées, une qualité constante. Parce qu'une voiture populaire, si elle a des problèmes, devient un scandale populaire. Les gens n'ont pas de voiture de secours. Quand leur voiture tombe en panne, leur vie tombe en panne. C'est pour ça que le processus de création ne se limite pas à inventer. Il faut industrialiser sans dénaturer. Et c'est là que Citroën joue l'un de ses coups les plus discrets. La X doit être conçue pour être fabriquée intelligemment. Moins de pièces, des sous-ensembles rationnels, une logique d'entretien simple, tout ce qui ne se voit pas mais qui, plus tard, fera qu'un garagiste de province dira « Celle-là, je la connais. Tu vois la différence ?» Une voiture culte, ce n'est pas seulement celle qu'on aime, c'est celle que tout le monde sait réparer, celle dont les pièces se trouvent, celle qui ne te laisse pas seul, quand le voyant s'allume au mauvais moment. Et dans le même temps, il faut que la X ait une gueule. Pas une gueule arrogante, une gueule reconnaissable. Ce petit profil droit, cette simplicité un peu anguleuse, cette façon d'être presque dessinée au couteau plutôt qu'au pinceau, une voiture qui n'a pas peur d'être ce qu'elle est. La X n'essaie pas de ressembler à une grande voiture en miniature. Elle assume sa taille, elle assume son rôle. Mais attention, assumer ne veut pas dire négliger. Les designers et ingénieurs se battent sur des détails que le public ne nommera jamais, mais ressentira toujours. La hauteur d'assise, la visibilité, la facilité à se garer, l'ouverture des portes, la logique des commandes. Dans une petite voiture, la visibilité, c'est une arme. Si tu vois bien, tu conduis mieux. Si tu conduis mieux, tu te sens en sécurité. Et si tu te sens en sécurité, tu pardonnes le reste. Et la France, à ce moment-là, aime une voiture qui se faufile, qui se gare, qui se retourne presque sur place. La X doit être une alliée dans la ville qui se resserre. Dans les derniers mois avant le lancement, la tension monte parce qu'il y a une chose qu'on n'avoue pas dans les brochures. Une voiture ne devient pas ce qu'on veut qu'elle soit. Elle devient ce que les gens en font. Citroën peut concevoir la X comme une petite intelligente, mais le public peut la transformer en voiture sacrifiée, en voiture qu'on prête, qu'on bouscule, qu'on use. Si elle ne tient pas, elle deviendra le symbole d'une promesse brisée. Alors les essais continuent, les validations s'empilent, et les ingénieurs ont cette obsession presque paranoïaque. Il faut que la voiture reste bonne quand elle vieillit. Pas seulement neuve et brillante sous les spots, mais après 3 hivers, après 2 étés, après des centaines de créneaux ratés, après des trottoirs pris trop vite, après des démarrages sans ménagement. Et c'est là qu'apparaît l'un des secrets de la X, celui que beaucoup ne comprennent qu'après l'avoir conduite. Elle a été pensée comme une machine à réduire la fatigue. Fatigue du portefeuille, oui, mais aussi fatigue de l'usage. Parce qu'une voiture qui consomme peu mais qui est pénible à conduire n'est pas une économie, c'est une punition déguisée. La X doit donc être légère à déplacer, légère à manœuvrer, légère dans ses réactions. Une voiture qui donne l'impression que la route est moins lourde. À l'instant où la X est prête, quelque chose d'étrange se produit dans l'histoire des automobiles. La voiture n'a pas encore conquis le public, mais elle a déjà fait quelque chose de rare. Elle a cristallisé une philosophie de conception, elle a prouvé, en interne, qu'on pouvait produire une citadine moderne, en mettant l'intelligence avant la surenchère. Et ce simple fait, à lui seul, change la manière dont on pense la gamme, dont on pense les coûts, dont on pense la valeur. Sauf que la valeur, le public la juge sans pitié. Et le public n'est pas un jury technique. Le public est une foule. Il a ses humeurs, ses mythes, ses rumeurs. Il peut tomber amoureux d'une voiture pour une raison illogique, ou la détester pour un détail absurde. Et Citroën le sait. Une voiture populaire est toujours à 2 centimètres du ridicule. Alors on prépare la mise en scène, les brochures, les publicités, les essais presse, les arguments. Le discours doit être clair. La X n'est pas un jouet, c'est une solution brillante. Un objet moderne, une Citroën de son temps. Une petite voiture qui ne trahit pas son conducteur. Et juste avant qu'elle n'entre vraiment sur le marché, il y a ce moment suspendu, presque cinématographique. L'instant où la voiture passe de projet à promesse, où elle quitte les mains des ingénieurs pour tomber dans celles des gens, là, l'histoire devient dangereuse. Parce que la France va la juger dans la rue,
pas dans un laboratoire. La France va la mettre à l'épreuve dans les embouteillages, sur les routes mouillées, sur les parkings serrés, dans les matinées où tu es déjà en retard. Et dans la suite, tu vas voir comment la X a été accueillie, comment elle a été achetée, utilisée, malmenée, et comment, à force de survivre à la vie quotidienne, elle est devenue plus qu'une simple citadine, une complice nationale. Quand la X arrive face au public, il n'y a pas de cérémonie, pas de rideau rouge, pas de trône. Elle débarque comme débarquent les choses vraiment importantes, par la porte de service, en silence, avec une étiquette de prix qui fait lever un sourcil et une promesse qui ne se chante pas. Elle se vérifie. Elle est là, sur le bitume des concessions, sous des néons sans poésie. Et pourtant, dans ce décor banal, quelque chose accroche. Sa façon d'être compacte sans être timide, son air un peu tranchant, et, surtout, ce qui se ressent dès les premiers mètres, cette légèreté, ce n'est pas juste elle est légère, c'est elle bouge comme si elle avait moins de gravité, comme si la ville, tout à coup, pesait moins, les premiers essais, les premiers acheteurs, les premiers retours, tout se joue là. Parce que la X ne peut pas compter sur un prestige historique pour être pardonnée. Elle doit convaincre immédiatement par l'usage. Et l'usage, en France, c'est impitoyable. Le conducteur français ne lit pas fiche technique, comme un poème. Il écoute, il sent, il juge, il compare. Et très vite, on entend dans les conversations cette phrase qui fait vivre un modèle. Franchement, ça fait le boulot. Avec cette nuance française délicieuse, ça fait le boulot peut être un compliment immense. Sauf que la X ne fait pas que le boulot. Elle fait un truc plus pervers. Elle te donne l'impression d'être plus intelligent que le système. Parce que rouler, c'est payer. Payer l'essence, l'assurance, les pneus, l'entretien, les imprévus, les petites réparations qui arrivent toujours au pire moment. Et la X, elle, se glisse dans cette mécanique financière comme une échappatoire. Elle ne promet pas la gloire, elle promet de ne pas te voler. Et quand une voiture réussit à ne pas te voler, tu lui pardonnes presque tout, et tu commences à la défendre. Alors elle se vend. Pas forcément comme un phénomène hystérique du jour au lendemain, mais comme un courant continu. Elle s'infiltre, elle devient visible. Dans les parkings d'universités, dans les villages, devant les immeubles, dans les flottes d'entreprises, chez les jeunes couples, chez les retraités, et plus elle se répand, plus elle se transforme. Twist numéro 3. La X devient célèbre parce qu'elle est anonyme. Une voiture de star se remarque. La X, elle, disparaît dans le décor. Et c'est précisément pour ça qu'elle devient la voiture de tout le monde. Celle que tu vois partout sans la regarder. Jusqu'au jour où tu réalises que la moitié de la France roule dans ce même format, ce même esprit, cette même logique. À ce moment-là, la X n'est plus un modèle. C'est un paysage. Sur la route, elle montre son caractère. Son petit gabarit, sa légèreté, lui donnent une agilité presque insolente. En ville, elle se faufile, se gare, se retourne sans te demander un plan d'architecte. Sur les nationales, elle n'a pas besoin d'être puissante pour être vivante. Elle a besoin d'être réactive. Et cette réactivité vient moins d'un gros moteur que d'un rapport poids-énergie qui fait le travail à ta place. Mais la célébrité d'une voiture ne vient pas de ceux qui l'achètent neuve, elle vient de ceux qui la récupèrent. La deuxième vie, c'est là que la X commence à devenir vraiment française, au sens presque culturel, parce qu'elle entre dans le cycle de la débrouille, et la débrouille, en France, c'est une religion. Un étudiant l'achète d'occasion avec des économies et un sourire nerveux. Un artisan la prend comme voiture de liaison. Un jeune conducteur la reçoit comme héritage familial, avec une phrase qu'on a tous entendue sous une forme ou une autre. Elle est pas belle, mais elle t'emmènera partout. Et là, la X devient un rite de passage. Elle devient la voiture où tu fais tes premières erreurs, où tu rates tes créneaux, où tu frottes un pare-choc contre un mur en ciment, où tu portes tes amis, tes sacs, tes cartons de déménagement, tes instruments, tes secrets, où tu embrasses parfois, où tu pleures parfois, où tu fumes parfois, malheureusement. Et tu laisses cette odeur de cendrier froid qui revient même quand tu crois avoir tout nettoyé. Et c'est dans cette intimité sale, quotidienne, que naît le culte, car une voiture culte n'est pas seulement une machine, c'est un théâtre. Un endroit où la vie se passe. Les AX deviennent des survivantes. Elles prennent des coups, elles encaissent,
Elles sont réparées avec des bouts de temps, des bouts d'argent, des bouts d'ingéniosité, un pare-choc récupéré à la casse, une poignée remplacée, un feu arrière d'un autre coloris en attendant, un autoradio qui grésille, un siège conducteur un peu affaissé, et malgré tout, elles continuent. Sauf que cette longévité a un prix, l'image. Et là, on touche à la partie un peu dégoûtante du mythe, celle que le public préfère oublier, mais qui le rend vrai. La X, à force d'être accessible et utilisée, devient aussi la voiture qu'on néglige, celle qu'on laisse sale, celle qui traîne avec des pneus fatigués, des plastiques blanchis par le soleil, des moquettes qui ont bu trop de pluie. Dans certains coins, elle finit par ressembler à un petit animal urbain blessé, qui continue pourtant à marcher, et paradoxalement, ça attendrit, ça choque, ça provoque. Tu vois une AX en mauvais état, et tu te dis, elle a vécu comme un visage ridé qui te raconte plus d'histoire qu'un visage lisse. Mais la X, ce n'est pas qu'une voiture de survie. Elle a aussi eu des moments d'éclat, des versions qui ont donné du grain à moudre aux passionnés. Parce que même dans une citadine, la France adore l'idée qu'il existe une variante un peu plus piquante, un peu plus nerveuse. Un peu plus, tu peux t'amuser. Ça nourrit le fantasme. Ça transforme un outil en objet de désir discret, et c'est là qu'un autre twist s'installe. La X n'est pas seulement aimée par ceux qui la subissent, elle est aussi aimée par ceux qui la choisissent. Parce qu'il y a un plaisir spécial à conduire une voiture légère, un plaisir presque animal. Les commandes semblent plus directes, les réactions plus immédiates. Tu n'as pas l'impression de déplacer une masse, tu as l'impression de porter la voiture avec toi, et ce plaisir-là, même si tu n'en parles pas, te reste dans le corps. Dans les villes françaises, la X devient une extension de la vie quotidienne. On la voit devant les boulangeries tôt le matin, vitres embuées. On la voit sur les routes départementales, un peu inclinée dans les virages, comme si elle se penchait pour écouter la route. On la voit dans les parkings de supermarchés, avec des portières qui claquent, des enfants qui montent, des sacs qui s'empilent. Elle devient l'ombre de la France qui travaille. Et puis il y a le monde des flottes, un monde qui ne ment jamais. Les entreprises, les administrations, les services qui achètent des voitures par dizaines ne cherchent pas le charme. Ils cherchent le rendement. Si la X entre là, c'est qu'elle répond à quelque chose de concret. Coût d'usage, facilité d'entretien, simplicité. Et quand une voiture devient un standard de flotte, elle s'inscrit dans la mémoire collective comme un bruit de fond permanent, mais ce bruit de fond finit par produire un effet inattendu. La familiarité. Tu ne peux pas faire 10 kilomètres en France à cette époque sans en croiser une, et quand tu croises la même silhouette 1000 fois, elle finit par devenir un symbole. Pas un symbole luxueux, un symbole populaire, un symbole de l'époque. Une signature des années où la France roulait léger, où on ne cherchait pas à afficher, mais à avancer. Et puis arrivent les histoires, celles qui font le culte plus que les chiffres. Un gars raconte qu'il a fait un trajet insensé, avec une AX chargée comme un âne. Et elle n'a pas bronché. Une fille raconte qu'elle a roulé des mois avec un voyant allumé, et que la voiture a quand même tenu jusqu'à la paye. Un autre raconte qu'il a appris à conduire vraiment dans une AX, parce que tout se sentait, tout répondait. Chaque anecdote est une pierre, et à force, tu construis une légende, mais une légende a besoin d'un adversaire. L'adversaire de la X, c'est le temps, l'usure, la rouille, les pannes bêtes. Les finitions qui vieillissent, les critiques qui disent « c'est cheap », c'est léger donc fragile, ça fait pas sérieux. Et certaines critiques ne sont pas totalement fausses. La X n'est pas une limousine, elle n'est pas un bunker, elle ne prétend pas l'être, sauf qu'elle a une arme secrète. Elle sait se faire pardonner parce qu'elle t'économise. Tu acceptes un plastique un peu dur si la voiture démarre tous les matins. Tu acceptes une insonorisation moyenne si tu ne passes pas ta vie à la station-service. Tu acceptes une simplicité d'équipement si l'entretien ne te ruine pas. La X, c'est un contrat implicite. Je ne serai pas parfaite, mais je serai juste. Et c'est ce contrat qui rend les gens loyaux. Il y a même un phénomène étrange. Plus la X vieillit, plus certains la regrettent. Parce qu'ils réalisent que cette forme de légèreté, cette évidence, cette économie de moyens devient rare, les voitures grossissent, s'alourdissent, s'emplissent d'assistance, de complexité, de coûts cachés, et soudain, la petite AX, qu'on traitait comme une vieille chaussure, devient un souvenir doux.
un souvenir de liberté simple. C'est comme si elle avait été en avance sur une nostalgie qui n'existait pas encore. Et là, la X franchit un cap. Elle ne se contente plus d'être une voiture vendue et utilisée, elle devient une référence, un tu te souviens, un j'en avais une, un ça, c'était pratique. Et quand une voiture entre dans ces phrases-là, elle devient culturelle. Culte, pas parce qu'elle était la plus rapide, la plus belle, la plus luxueuse, mais parce qu'elle a été la plus présente dans la vie réelle, et la vie réelle, c'est ce qui imprime le plus profond. Et maintenant, la tension remonte, parce que toute histoire culte a un dernier mouvement, celui où l'objet dépasse son époque. Dans la suite, tu vas voir ce que la X a apporté à l'industrie, ce qu'elle a changé dans la manière de penser une citadine, et comment son héritage continue de hanter, oui, hanter, la voiture moderne, même quand on ne le dit pas. Il y a un moment, quand un objet a trop longtemps vécu dans les mains des gens, où il cesse d'être un produit et devient une idée. La X a fini exactement là. Au-delà de sa tôle, au-delà de ses plastiques, au-delà de ses annonces d'occasion griffonnées au stylo sur une vitre, elle est devenue une preuve qu'une voiture pouvait gagner la bataille sans gagner le concours de beauté, qu'on pouvait marquer une époque en étant léger, malin, presque effacé, et pourtant inoubliable. Ce qu'elle a apporté à l'industrie ne se lit pas seulement sur des fiches techniques. Ça se lit dans la façon dont, après elle, tout le monde s'est mis à courir derrière un fantôme. Comment refaire simple sans redevenir pauvre? Comment refaire léger sans redevenir fragile? Comment refaire populaire sans être méprisé? Parce que la X a été un coup porté à une illusion confortable. L'idée que plus signifie forcément mieux, elle a fait l'inverse. Elle a glissé une lame fine dans la logique des années qui venaient, celle où les voitures allaient grossir, se charger d'équipements, se complexifier et devenir de plus en plus lourdes au point de faire passer les citadines d'hier pour des plumes. Et c'est là que l'héritage commence vraiment. D'abord, la X a ancré l'idée que l'aérodynamique n'était pas réservée aux voitures haute performance, qu'on pouvait chasser le vent pour économiser du carburant, réduire le bruit, améliorer la stabilité et offrir du confort sans luxe. Aujourd'hui, ça paraît évident. À l'époque, sur une petite auto, c'était une forme d'élégance technique. Offrir un bénéfice concret, invisible, que le conducteur ressent sans savoir le nommer, ce n'est pas « j'ai un meilleur coefficient », c'est « elle roule facile ». Et l'industrie, après la X, a davantage respecté ce pouvoir-là. La sensation d'effort réduit comme argument de vente. Ensuite, elle a consolidé une philosophie plus profonde. La valeur ne vient pas forcément d'ajouter, mais d'optimiser. Dans une époque où les marques se battaient à coups d'options et de gadgets, la X a prouvé que la satisfaction peut naître d'une mécanique cohérente, d'un ensemble qui se tient, d'un objet qui semble avoir été pensé pour la vie réelle, et non pour briller sous des spots. Mais attention, ce n'était pas une morale, c'était une stratégie de survie. Parce que si tu es Citroën, et que tu veux rester Citroën, tu dois proposer autre chose qu'une simple copie. La X n'a pas été une voiture révolutionnaire, au sens spectaculaire, mais elle a été révolutionnaire au sens plus rare. Elle a réussi à faire passer une idée dans le quotidien. Et c'est précisément comme ça que naissent les héritages. Pas avec des feux d'artifice, avec des habitudes. La preuve la plus brutale de son impact, c'est la manière dont elle a reprogrammé le regard sur le poids. Pendant longtemps, le poids était un détail qu'on acceptait. Après des voitures comme la X, le poids est devenu un paramètre qui fâche, un sujet, une critique, une obsession. Parce que quand tu as goûté à une voiture qui se sent légère, tout le reste peut te paraître lent, lourd, englué. Le conducteur ne parle pas en kilos, il parle en fatigue. Et la X a enseigné que la fatigue peut être un défaut industriel. Tu veux un twist, un vrai, presque cruel. Plus la voiture moderne a avancé, plus la X a eu l'air subversive. Les voitures ont gagné en sécurité, en confort, en technologie, en assistance. C'est indéniable. Et pourtant, elles ont parfois perdu cette simplicité nerveuse, cette évidence du mouvement. Elles ont remplacé le « je conduis » par le « je gère un système ». Dans ce monde-là, la X devient une sorte de contrepoint.
Comme une chanson punk qu'on redécouvre au milieu d'une playlist trop polie, elle rappelle un temps où le lien entre ton pied, le moteur et la route était plus direct. Où tu sentais la machine au lieu de dialoguer avec des menus. Et ça, dans l'industrie, ça a nourri une question permanente. Comment garder de la légèreté d'usage, même quand la voiture devient plus lourde techniquement? C'est là que l'héritage de l'AX se met à circuler comme un courant électrique dans les générations suivantes, pas forcément sous la forme « on va refaire l'AX », non, mais sous la forme « on va essayer de retrouver l'effet AX », la sensation, la fluidité, l'économie d'effort. Dans le discours des constructeurs, ça devient des mots « efficience »,« agilité »,« sobriété »,« optimisation ». Et dans les faits, ça devient des choix, des structures plus rationnelles, des matériaux mieux utilisés, des plateformes pensées pour éviter les kilos inutiles, une attention plus fine au frottement, à la résistance, à la consommation réelle, pas seulement homologuée. Même quand l'industrie s'est mise à parler d'écologie, bien plus tard, l'AX a été une sorte d'ancêtre involontaire, pas par militantisme, mais par pragmatisme. Elle montrait qu'on peut faire plus avec moins, que l'économie n'est pas seulement une contrainte, mais une intelligence. Mais l'héritage le plus français de l'AX, celui qui la rend vraiment culte dans l'âme du pays, c'est autre chose. Elle a démocratisé une forme de mobilité qui ne humilie pas. Elle a rendu possible la voiture comme outil de liberté pour des millions de gens. Elle a été là dans les moments où la liberté a une odeur de froid et de café, pas une odeur de cuir neuf. Liberté d'aller travailler, d'aller voir quelqu'un, de quitter une ville, de rentrer tard, de transporter une vie. Et cette liberté-là, quand tu l'as vécue dans une voiture, tu l'associes à elle, même si tu ne l'aimes pas, même si tu la critiques, même si tu dis « plus jamais ». Elle te suit. Et c'est là que se cache le côté presque dérangeant du culte AX. Ce n'est pas un culte propre, ce n'est pas un culte élégant. C'est un culte de poussière, de sièges tachés, de joints fatigués, de petits bruits dans le tableau de bord, de vitres qui grincent, de cendriers pleins, de moquettes humides l'hiver. Un culte qui sent le vécu, qui mélange l'affection et l'agacement, qui fait sourire et grimacer en même temps. Parce que la France a aimé l'AX comme on aime une vieille paire de gants. Pas parce qu'elle est belle, mais parce qu'elle a traversé des hivers avec toi. Et puis, il y a la question de la mémoire collective. Une voiture devient culte quand elle survit à la disparition, quand elle n'est plus partout, et que, soudain, tu remarques son absence. Le jour où l'AX s'est mise à disparaître, petit à petit, mangée par la casse, la rouille, les primes, les normes, les accidents bêtes, les échanges sans état d'âme, quelque chose s'est passé. L'objet s'est détaché de la masse, il a quitté le paysage pour entrer dans le souvenir, et là, miracle étrange, ce qui était banal devient précieux. Des gens qui n'auraient jamais dit « j'aime l'AX » commencent à dire « tu te souviens de l'AX » ? Et dans ce « tu te souviens », il y a tout, la jeunesse, les galères, les routes de nuit, les vacances à petit budget, les déménagements, les premiers boulots, les premiers amours, les premières claques de la vie adulte. La voiture devient un marqueur temporel, un objet témoin. Et ce genre d'objet, en France, est sacré sans cérémonie. Ce culte a ensuite pris plusieurs formes. Et c'est là que l'AX a montré qu'elle avait une double vie. La première, c'est la vie des passionnés du quotidien. Ceux qui la restaurent sans la transformer en bijou. Ceux qui veulent retrouver une AX comme avant, avec ses défauts compris, assumés, intégrés. Ils ne cherchent pas la perfection, ils cherchent la sensation d'époque. Ils cherchent le bruit, l'odeur, la position de conduite, la manière dont la voiture répond. La deuxième, c'est la vie plus inattendue. L'AX devient un symbole d'ingénierie légère, un exemple qu'on cite, qu'on compare, qu'on utilise pour rappeler qu'il existe une beauté de la rationalité. Même ceux qui n'en ont jamais possédé commencent à la regarder autrement. Non plus comme une petite voiture pas chère, mais comme une démonstration, un objet cohérent. Et dans les discussions, tu entends des phrases qui ressemblent à des verdicts historiques. On ne fait plus des voitures comme ça. Cette phrase, elle est toujours dangereuse, parce qu'elle romantise le passé, mais elle dit aussi une vérité émotionnelle. L'AX représente une époque où le compromis était différent, où le besoin de simplicité avait encore une place.
Et ça nous amène à la partie la plus délicate. Qu'a-t-elle légué à Citroën, à la France, au mythe? Citroën, en créant la X, a rappelé au pays quelque chose de fondamental. La marque peut être inventive sans être luxueuse. Elle peut être futée sans être extravagante. Elle peut faire de la citadine un terrain d'intelligence, pas seulement un terrain de concession. La France, elle, a reçu un objet qui a collé à son mode de vie. Une voiture qui savait se rendre utile dans un pays de routes mixtes, de centre-ville serrés, de campagnes, d'habitudes pratiques, de budgets calculés. La X a épousé la France réelle, celle des trajets obligatoires, des courses, du travail, des week-ends. Et quand une voiture épouse une nation, elle devient plus qu'une machine. Elle devient un accent, une manière de se déplacer. Quant au mythe, il s'est formé autour d'un paradoxe délicieux. La X est culte précisément parce qu'elle a été consommée. La plupart des voitures cultes sont préservées, on les protège, on les admire. Elles restent rares et nettes. La X, elle, a été usée jusqu'à la corde, et c'est l'usure qui a prouvé sa valeur. Comme si son culte était un jugement rendu par le temps. Elle a tenu, voilà, pas besoin de poésie, pas besoin de marketing. Elle a tenu. Et ce verdict-là, dans l'automobile, est plus fort que 1000 trophées. Il faut aussi parler de ce qu'elle a laissé derrière elle dans la psychologie d'achat. La X a éduqué une génération à chercher une voiture qui coûte peu à vivre, pas seulement peu à acheter. Elle a rendu la consommation et le coût d'usage plus visibles dans l'esprit du public. Elle a installé l'idée qu'une voiture est un organisme financier. Tu ne payes pas une fois, tu payes tout le temps. Et quand un modèle te donne l'impression de payer moins tout le temps, il s'installe dans le cœur. Et ça, l'industrie ne l'a jamais oublié. Même les publicités modernes, avec leurs images parfaites, continuent de jouer sur cette vieille corde. Économique, efficiente, faible consommation, coût maîtrisé. Ce n'est pas un hasard. C'est une leçon qui a été gravée par des voitures comme la X, des voitures qui ont prouvé que le marché récompense la sobriété quand elle est vécue, pas seulement annoncée, mais le plus grand héritage de la X, c'est peut-être sa capacité à résister à la caricature. On pourrait la réduire à la petite caisse des années 80-90, on pourrait la moquer, la simplifier, la détester. Et pourtant, elle revient toujours. Elle revient dans les souvenirs, dans les discussions, dans les photos jaunies, dans les petites annonces, dans les rassemblements, modestes, dans les vidéos, où quelqu'un tourne une clé et écoute le moteur reprendre comme un animal qui se réveille. Et ce réveil-là, à chaque fois, raconte la même chose. Elle n'était pas faite pour impressionner. Elle était faite pour durer. C'est ce qui la rend culte en France. Elle appartient au patrimoine du quotidien. Elle est une pièce de la vie française. Pas la vie des salons, la vie des parkings, la vie des trajets, la vie des matins pressés et des soirs fatigués. Et si tu veux une dernière image, une image qui ferme le cercle du début, sans le dire comme une conclusion, imagine cette AX qu'on sort du garage, poussiéreuse, un peu sale, presque honteuse. On la lave. L'eau coule noire d'abord, comme si elle rendait ses années, puis le plastique reprend une teinte, la carrosserie retrouve un reflet. On se dit, c'est dingue, elle est encore là. Et là, le vrai twist final se produit dans la tête. Tu ne regardes plus une vieille voiture. Tu regardes un morceau de France qui refuse de disparaître,